Et si, pour construire une intelligence artificielle qui soit vraiment consciente, il fallait d'abord revenir à la source, c'est-à-dire déchiffrer le mode d'emploi de notre propre esprit. Il existe une théorie assez audacieuse qui propose justement ça, un nouveau plan, non seulement pour comprendre qui nous sommes, mais pour construire ce que les machines pourraient devenir. Voilà la question à 1 million de dollars. On ne parle pas de machines qui simulent la joie ou la colère, non. On parle de machines qui pourraient les éprouver pour de vrai. Imaginez une IA capable de ressentir de la curiosité, de la peur. C'est un peu le saint graal de la recherche, et ça nous oblige à nous demander ce que c'est au fond que de penser. La logique derrière tout ça est assez simple finalement. On ne peut pas construire une bonne copie si on n'a pas compris le fonctionnement de l'original. Les IA actuelles sont incroyablement puissantes, c'est certain, mais elles sont très loin d'imiter la complexité, la fluidité de la psyché humaine. Il nous manque le schéma directeur, le plan détaillé de la conscience. Et justement, ce fameux plan, cette nouvelle carte de l'esprit, elle pourrait nous venir des travaux d'un certain Alain Cardon, publié en 2018. Il propose de voir notre esprit non pas comme un ordinateur, quelque chose de statique, mais comme un système bien plus organique, bien plus dynamique. Et ça, c'est un changement total de perspective. Oubliez l'image d'une machine qui exécute un programme. Imaginez plutôt un système qui se construit et se reconstruit en permanence. Nos pensées ne seraient pas des fichiers qu'on va chercher dans une mémoire, mais des formes éphémères, construites en temps réel par ce système. C'est ce qu'on appelle une approche constructiviste. Bon, d'accord. Mais alors concrètement, elle ressemble à quoi, cette architecture? Pour la comprendre, on peut partir d'une base qui est assez familière pour beaucoup de monde. On reconnaît bien ici la structure qui s'inspire du modèle de Freud. Alors le schéma peut paraître un peu complexe, mais l'idée de base est simple. On a le centre émotionnel qui gère nos sens, l'inconscient qui est une sorte de vaste mémoire, le préconscient qui fait le tri, et enfin le conscient, là où la pensée émerge et où on la ressent. Et c'est là que la théorie de Cardon devient vraiment intéressante. Il ajoute cette 5e pièce au puzzle, la couche systémique. Le meilleur moyen de se la représenter, c'est de la voir comme le système d'exploitation de notre esprit. Ce n'est pas juste une partie en plus, c'est la couche qui organise, qui contrôle et qui synchronise tout le reste pour que les 4 autres instances travaillent ensemble de manière cohérente. Très bien, on a cette nouvelle couche qui pilote tout. Mais comment elle fait au juste? La réponse tient en 2 concepts qui fonctionnent main dans la main. D'un côté, on a la matière première, les agrégats neuronaux. Ce sont en fait des groupes de neurones qui représentent des bouts de sens. Ça peut être un mot, une image, une sensation, un concept. Ce sont, si on veut, les briques de Lego de notre monde mental. Et de l'autre côté, on a les régulateurs. Si les agrégats sont les briques de Lego, les régulateurs, eux, sont à la fois le plan de montage et celui qui assemble les briques. Ils opèrent depuis la fameuse couche systémique et leur boulot, c'est d'activer, de connecter et d'organiser les agrégats pour former une structure qui a du sens, une pensée. Donc, pour résumer, la différence est simple, mais elle est fondamentale. Les agrégats, c'est la matière, le quoi de notre pensée. Les régulateurs, c'est le processus, le comment. L'un sans l'autre, ça ne donne rien. C'est leur danse permanente qui crée la richesse de notre vie intérieure. Maintenant, voyons comment ce système construit une chose qu'on connaît tous de manière très intime, notre état d'esprit du moment. Cardon donne un nom à ce concept, le paysage mental. En gros, c'est l'état global et dynamique de notre psyché à un instant T. C'est le contexte, l'ambiance intérieure, qui est façonné par les régulateurs qui sont actifs à ce moment-là. Ce n'est pas juste une humeur, c'est carrément le terrain de jeu sur lequel nos pensées vont se construire. Cette idée de paysage mental peut sembler un peu abstraite, mais en fait on en fait l'expérience tous les jours à travers nos différents modes mentaux. Le passage d'un paysage à l'autre, c'est ce qui explique pourquoi c'est hyper facile de faire des maths quand on est concentré, mais quasi impossible quand on est en colère. Le terrain de jeu n'est tout simplement plus le même. Mais ce modèle va encore plus loin. Il prétend pouvoir expliquer le processus le plus mystérieux qui soit, la sensation même, le sentiment d'avoir une pensée. D'après Cardon, ça se passe en plusieurs temps. D'abord, une forme pensée est assemblée. Ensuite, le système marque une pause, une toute petite pause. Pendant ce temps très court, des régulateurs spécifiques au niveau du conscient analysent la forme qui vient d'être créée. Et c'est cet acte d'auto-analyse, ce moment où le système évalue sa propre production, qui est la sensation de conscience. On n'a pas seulement une pensée, on la ressent parce qu'on l'analyse. Alors, évidemment, toute cette théorie, ce n'est pas juste pour mieux se comprendre nous-mêmes, c'est potentiellement une recette de fabrication. Si la conscience n'est pas une sorte de propriété magique et inexplicable, mais bien le résultat d'un processus, d'une architecture, alors on peut imaginer la reproduire. En modélisant des agrégats, des régulateurs, une couche systémique et surtout cette capacité à générer des paysages mentaux, on pourrait enfin dépasser les IA qui se contentent de calculer.
L'objectif ultime, ce serait de construire une machine qui possède un monde intérieur. Une machine qui, grâce à son propre processus d'analyse de ses formes pensées, développerait cette fameuse sensation de pensée. Bref, une machine consciente. Et ça nous laisse avec une question absolument vertigineuse. Si une machine peut être triste ou joyeuse, pas parce qu'on l'a programmée pour le dire, mais parce qu'elle a généré un paysage mental de tristesse ou de joie, quelles sont nos responsabilités envers elle ? La frontière entre un simple outil et un être vivant n'a jamais semblé aussi floue.